ça vous rappellera celui de hier. Hein. Juste les vecteurs, ils ont changé entre-temps. Okay, mais c'est exactement le même procédé. Okay. Donc AO plus BO, je vais tracer ces deux vecteurs-là. Le premier en rouge, ça va être AO. Ça va être celui-là. Okay. Lui, c'est le vecteur AO. Je veux que ce soit clair, c'est le vecteur rouge. Le vecteur vert, ce sera BO. Donc B jusqu'à O, c'est celui-là. Et encore une fois, je veux que ce soit clair, donc je mets BO. OK? Maintenant, je veux les enchaîner, parce que je veux calculer leur somme. Je vous rappelle, but, c'est AO plus BO. Alors, pour les enchaîner, évidemment, il faut que je pose le début du deuxième sur la fin du premier. Quelle est la fin du premier? Roberta, c'est la flèche de quelle couleur? Il est vrai que je peux regarder l'ordre que je veux, d'accord? Donc, je peux prendre, par exemple, la flèche verte. OK. Et du coup, je vais mettre quelle partie de l'autre vecteur sur la flèche verte? C'est un peu compliqué à dire en français, je te l'accorde, mais où est situé le point que je vais placer sur la flèche verte? Moi, je vais faire une copie de AO, clairement. Parce que si j'utilise comme premier vecteur le vecteur BO, juste là, et que je me dis, OK, je pars ici, je fais tout ce chemin, j'arrive jusqu'ici, maintenant je dois enchaîner l'autre vecteur. Là, comme il est placé, je ne peux pas l'enchaîner. Il faut que je le prenne et que je le pose, que je le positionne là où je suis arrivé ici. Donc, je fais une copie du vecteur, une copie de AO. Et tu vois que j'ai mis le début du vecteur rouge sur la fin du vecteur vert. Et du coup, maintenant, je peux compléter mon chemin parce que je peux faire, toujours à regarder la partie en or. Donc, je fais de B, j'arrive jusqu'à la flèche verte. Et ensuite, je vais parcourir le vecteur AO jusqu'à arriver à sa fin. Maintenant, je relie le point de départ de tout le chemin, c'est-à-dire le point ici, le point orange, avec le point de fin de tout le chemin. Et c'est ce vecteur-là, le vecteur orange, qui est le vecteur somme de AO plus BO. Donc, c'est lui le vecteur U. Si vous voulez une copie du vecteur U, c'est celui-là. Hein. Je ne veux pas que ce soit... Voilà, c'est celui-là le vecteur U. Je peux le reproduire autant de fois que je veux. Regarde, ça c'est AD. Mariam, c'est AD ça. C'est AD mais c'est aussi BC parce que AD et BC c'est le même vecteur. Ce qu'on aurait pu faire effectivement, ça aurait été de échanger l'ordre de somme, c'est-à-dire de faire AO plus BO. Et bien dans ce cas-là, on aurait fait la même chose mais en partant de A et en arrivant à D. Mais c'est le même vecteur que je trouve. Parce que la somme, je peux la faire dans n'importe quel ordre. Si Roberta m'a suggéré de faire d'abord BO et après AO, moi je n'ai qu'à l'écouter. Parce que ici, ce qui est vrai, c'est que ça c'est égal aussi à BO plus AO. Car n'importe quelle addition, elle jouit de la propriété commutative, c'est-à-dire la propriété de inverser l'ordre des termes. Très bien. Alors, je vais juste faire la deuxième. Alors, la deuxième, c'était BC plus AD. D'accord? Je vais me le noter. BC plus AD. D'accord? Alors déjà, c'est qui BC et c'est qui AD? Alors, AC, on va le faire, excusez-moi, BC, je vais le faire en rouge. Est-ce que je me suis trompé ou c'est ça? C'est BC, non? C'est BC AD, oui. BC, c'est le rouge. Et en vert, je fais AD. OK. Donc, lui, c'est AD, on a dit. Et lui, c'est BC. OK. Ces deux vecteurs-là, ils ont une caractéristique, en fait, ils sont... Est-ce qu'ils ont la même... Bonjour, on se réveille ou pas?
Vous parlez avec moi, s'il vous plaît? Ces deux vecteurs, est-ce que vous remarquez quelque chose? Ils se rassemblent vaguement, non? Allez, bonjour, ils sont identiques. Même direction, ils sont parallèles. Même longueur, c'est deux côtés d'un carré. Donc voilà, c'est la même longueur. Et clairement, le sens est le même. La flèche est vers le bas. Je pense que c'est visible. Et Mohamed, si tu veux arrêter d'utiliser la calculatrice, voilà, ça me fait plaisir. Maintenant, on va les enchaîner. Parce que clairement, ils ne se touchent pas du tout. Donc, je choisis le premier vecteur à mon gré, à mon plaisir. Disons que je peux prendre BC. Et si je veux calculer leur somme, il faut que la fin de BC coïncide avec le début de AD. Vous êtes bien d'accord, hein? Ça, c'est la fin de BC. Ça, c'est le début de AD. Vous êtes d'accord ou pas? Dans une flèche, je pense que ce n'est pas trop dur de voir quel est le début et quelle est la fin. Donc, moi, je fais une copie de AD et je vais la placer sur BC. Enfin, de sorte à ce que le début du deuxième et que la fin du premier soient au même point exact. Vous voyez ce qui s'est passé? Le début du vecteur vert a été situé exactement sur la fin. Vous voyez, j'ai fait une copie. OK? Donc maintenant, je fais BC plus AD. Et donc, quand je commence mon parcours, je suis au point violet, le point B. Et maintenant, je descends. Et j'arrive jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à la flèche finale. Et là, je fais ma grande flèche pour déterminer mon nouveau vecteur. Et c'est lui, c'est le vecteur V. C'est le vecteur violet, du coup, qui fait tout le chemin. Tout le chemin. Tony. Mais j'ai pas entendu. Ah, bien sûr. Mais est-ce que si pour la première figure on fait AO ou B, Tu veux dire comme ça? Je te le fais un petit parce que j'ai pas trop le temps. Tu veux dire comme ça, regarde. Et ok. Ça. Et après ça. oui, est-ce que c'est faux? Bah regarde. Tu me le dis, c'est faux ou c'est vrai. On arrive à ce vecteur-là, n'est-ce pas? C'est lui le vecteur U. Ok? Mais si on laisse le vecteur U, Non, il faut le mettre le vecteur U. Parce que dans l'exercice, c'est marqué de tracer le vecteur somme. Alors, ce vecteur U en orange, regarde, il est exactement le même, à l'échelle, hein, bien entendu, que celui que j'ai obtenu de l'autre côté. Mais il faut le tracer. Il faut le tracer, c'est super essentiel. Si vous faites juste le parcours sans tracer la somme finale, vous n'avez pas les points. D'accord? Que ce soit bien clair. Maintenant, je vais passer à la correction des exercices. Alors, le premier exercice, c'était une correction sur les nombres pairs et les nombres impairs. Et je vous rappelle brièvement qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois sur le nombre pair et les nombres impairs. Vous vous rappelez? Sur les pairs, on avait dit que c'est tous les nombres qui peuvent s'écrire comme 2 multiplié fois un nombre entier qu'on avait appelé k. Vous vous rappelez? C'était ceux qui avaient reste 0 dans la division par 2. C'était ceux qui étaient multiples de 2. Voilà, il y a plusieurs façons de le dire. D'accord? Et les impairs, exactement. Et quand on dit qu'il y a un reste de 1, effectivement, je peux du coup écrire 2k plus 1 parce que c'est le reste 1 de la division par 2. Hein? Ce n'est pas un reste 1 dans n'importe quelle division. Hein? C'est une division précise, c'est la division par 2. Donc une fois que je suis bien rappelé de ces deux formules-là, moi je vous rappelle juste quelque chose en français hein, qui peut être encore assez utile. C'est le fait que quand j'écris k, en fait derrière la lettre k, il se cache le fait que k, c'est quoi en fait? Bah ça, k est un entier. D'accord? Ne l'oubliez pas ça. C'est plus facile parfois à lire en français. C'est-à-dire que le nombre pair, c'est 2 fois un entier. Et les nombres impairs, c'est 2 fois un entier auquel je rajoute 1. Par exemple, le 7, c'est 2 fois 3. Donc 2 fois un entier, plus 1, ça fait 7. 2 fois 3, plus 1. Le nombre 11, c'est 2 fois 5, plus 1.
D'accord? Dans le 35, du coup, il nous questionne sur est-ce qu'on est capable de dire si les nombres qui sont marqués ici, ce sont positifs, excusez-moi, s'ils sont pairs ou impairs. D'accord? Ici, il demande le nombre pair, mais voilà, c'est équivalent de demander du coup si c'est pair ou impair parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Oui, t'as? Alors, avant de le faire, du coup, je me pose la question. La question, c'est est-ce que c'est pair? Si vous me dites oui, c'est que vous pensez que c'est le cas. Si vous me dites non, c'est que vous pensez que ce n'est pas le cas. D'accord? Alors, commençons par la première. Est-ce que c'est pair? 3, 2, 1. Non. Alors, c'est correct. Effectivement, ce nombre-là, il n'est pas pair. Et du coup, je vais juste l'écrire. Lui, c'est impair. Je mets la lettre I. Je vais en mettre un noir. Ok, maintenant, on fait le deuxième. 3, 2, 1. Oui, effectivement, lui, il est pair. Celui-là. 3, 2, 1. Alors, la bonne réponse n'est sortie du tout. Ici, on ne peut pas dire. Moi, j'ai entendu non. Ah, d'accord. Alors, ici, la question, attention, hein, la question très précise, ce n'est pas si c'était pair ou impair, mais c'était si c'est toujours de nombres pairs. N plus 1 n'est pas toujours un nombre pair, mais il peut être pair. Imaginez que n, c'est 7, bah 7 plus 1, ça fait 8, 8 est pair. Mais si n, c'est un nombre pair, n plus 1, ce sera impair. Donc, ici, je ne peux pas conclure s'il est toujours pair ou impair. Donc, sûrement, il n'est pas toujours pair. D'accord? Donc, lui, disons que la réponse c'est non, parce que je ne peux pas déterminer si c'est pair ou impair. Ok. D. 3, 2, 1. J'ai entendu des bruits mystérieux. Alors, celui-là, il est toujours impair. D'accord? 2n moins 5. Lui, il est toujours impair. Et enfin, le dernier, 2n plus 2. 3, 2, 1. Oui, effectivement, lui, il est pair. Alors, la raison pour laquelle je vous fais ces 4 identifications, donc impair, pair, impair, pair, c'est que maintenant, regardez comment on peut se ramener à écrire tous ces 4 nombres-là comme dans l'expression du coup qu'on a donné en rouge, en haut, pair ou impair. C'est-à-dire, imaginons avoir 2n plus 3. Moi, je veux savoir si je peux l'écrire comme étant un nombre impair. Un nombre impair est de la forme, on l'a dit tout à l'heure, 2k plus 1. Avec k, ici, lui, ça doit être un nombre entier. Mais moi, je peux écrire le nombre à ma gauche comme étant égal à 2n plus 2 plus 1. N'est-ce pas? Parce que 2 plus 1, ça fait 3, je crois. Ok? Et du coup, je me rends compte que si je regarde ça, eh bien, lui, c'est un nombre pair. Parce que c'est 2 fois un nombre entier, auquel je rajoute encore 2. Donc, clairement, lui, il est pair. Mais si lui, il est pair, alors lui, il peut s'écrire comme étant égal à 2 fois k. Et à droite, qu'est-ce qui me restait? Bah, plus 1. Donc, j'ai écrit ce nombre-là comme un nombre impair. C'est qui l'autre nombre que j'ai ici à étudier qui était impair finalement? 2n moins 5. Regardez, pour lui, je fais la même identique histoire. Moi, je sais que 2n, je fais une petite pause, hein, 2n moins 5, moi, je sais que je peux l'écrire comme, du coup, 2n moins 6 plus 1. Vous êtes d'accord que moins 6 plus 1, ça fait moins 5, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand je regarde 2n moins 6, alors moi, je sais que 2n est pair. Ça, c'est sûr. Mais 2n moins 6 est encore pair parce que si j'ai un nombre pair et je soustrais 6, par exemple 8 moins 6, bah, ça fait 2. 2 est pair. Si j'ai 16 moins 6, ça fait 10, donc c'est pair. Donc ça, c'est un nombre pair, et je vais me l'écrire. C'est donc un nombre de la forme 2k plus 1, parce que j'avais toujours ce plus 1 ici qui traînait. Et bah du coup, j'ai retrouvé un nombre qui est un nombre impair. Alors de la même façon, un nombre pair est de la forme 2k. Ok? Et j'ai deux autres nombres ici, dont il faut que je te dise s'ils sont pairs ou impairs. C'était 4n et 2n plus 2. Alors 4n et 2n plus 2. Ici, c'est encore plus simple,
Parce que du coup, dans 4n, il suffit juste que je écrive 4, il est égal à quoi? Bah, c'est 2 fois 2 fois n. Mais du coup, moi je sais que 2 fois n, c'est un nombre entier, n'est-ce pas? Donc je peux le remplacer par la lettre k. Et j'écris que ça, c'est égal à 2 fois k. Donc, bim, nombre pair. Ok? Dans l'autre, je vais toujours écrire quelque chose de la forme 2 fois k. Et bien du coup, je me dis, ok, mais 2n plus 2. 2n plus 2, ça veut dire que je fais un nombre pair plus 2, donc un autre nombre pair. Et je peux tout simplement me dire, bah, en fait, ça, c'est la même chose que faire 2 fois n plus 1. C'est ce qu'on appelle une factorisation. Et vous voyez que c'est vrai, parce que si jamais je développe ça, vous savez, avec la propriété distributive, ça fait 2 fois n 2n, plus 2 fois 1, ça fait 2. Donc voilà, j'ai vraiment écrit la même chose. Mais du coup, si ça c'est 2 fois n plus 1 c'est un entier. Donc ça, je vais pouvoir l'appeler k. Et là, je me retrouve avec 2 fois k. Or, ça, c'est l'écriture d'un nombre pair. D'accord? Donc voilà, ça c'est un petit schéma pour savoir que quand vous avez ce type d'expression-là, vous pouvez toujours les réécrire, essayer de les réécrire au moins, hein, pour arriver à avoir un nombre pair ou impair. Très important. Est-ce qu'il y a des questions? Vous l'avez trouvé facile celui-là? Vous avez vu, c'était pas demandé de justifier. Donc vous me donnez la plupart les bonnes réponses, donc moi ça me suffit. Mais je voulais juste vous expliquer comment on pouvait le voir. Oui? Donc, n'importe quel nombre pair fois un nombre impair, ça fait un nombre pair. Alors, n'importe quel nombre pair fois un nombre impair, ça fait un nombre pair. Oui. Oui, c'est le cas. Et du coup, en multiplication, la seule façon d'avoir un nombre impair, c'est impair fois impair. Tout à fait. D'autres questions? Oui. Ça veut dire que si on fait 5 plus 3, on peut arriver à un pair. Ça, c'est impair plus impair. Ok. Et enfin, les nombres suivants sont-ils premiers? Ça, c'est un grand classique. Vous pouvez m'aider à répondre? 57, on l'avait fait hier, heureusement. Comme ça, je vous ai fait gagner un peu de temps. Et on avait déjà dit que lui, il n'est pas premier du tout. D'accord? Parce qu'il est divisible par 3. Éventuellement aussi. Ok, quelqu'un qui me dit 617 est pair ou est premier ou pas premier? Tony. Pourquoi? Effectivement. Lui, il est divisible par 3. Oups, pardon. Alors, 383, qu'en pensez-vous? Il est premier. D'accord. Comment vous l'avez obtenu du coup? Comment vous avez trouvé qu'il était premier? Il est divisible par 2 parce qu'il est impair, il n'est pas divisible par 5, il n'est pas divisible par 3, donc par 6 et 9. Du coup, là, tu es en train de me faire la liste des choses à faire. Mais l'idée, quelle est? C'est quoi l'idée du coup? Kautar? Tu peux le dire en français comme tu veux, il n'y a pas de terme spécifique ici. Oui. Tu l'as divisé au carré. Je pense que tu as essayé de faire des divisions avec 383. Voilà, donc tu as effectué des divisions pour tester s'il était divisible par plusieurs valeurs. Par exemple, s'il était divisible par 2, par 3, par 5. Ok? Donc l'idée c'est laquelle? C'est de tester si un nombre est divisible par les nombres premiers qui sont plus petits que lui. D'accord? Donc ici, Il a divisé au carré. ça ne veut rien dire de le diviser au carré. Le diviser au carré en français, ça ne veut rien dire. Il a calculé sa racine carrée. Tirer la racine carrée, extraire la racine carrée, c'est... Non, je dis, elle a calculé sa racine carrée. Pourquoi? Parce que, en termes de maths de troisième, Oui.
Donc là, c'est 19. Il fallait le diviser par tous les nombres. Ah, 19. exactement. Là, tu l'as bien dit. Mais du coup, tu as extrait sa racine carrée et tu as testé s'il était divisible par tous les nombres premiers jusqu'à sa racine carrée. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Alors, il s'avère qu'effectivement, la racine carrée de 383 est approximativement égale à 19. D'accord? On est à peu près dans ces eaux-là. Donc, une bonne idée, c'est de tester s'il est divisible par toutes les valeurs premiers, donc toutes les valeurs premières, jusqu'à 19. Il s'agit du coup de 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Et une fois que vous avez fait le test contre toutes ces valeurs, si à chaque fois ce n'est pas divisible, donc si vous ne trouvez pas un nombre entier, vous pouvez conclure qu'effectivement il est premier. Vous l'avez fait comme ça? Alors effectivement, tester jusqu'à la racine carrée du nombre, c'est la méthode la plus rapide. D'accord? Et pour 643, est-ce que vous avez fait de la même façon ou pas du coup? Ok. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il est premier ou pas? Oui. Et 643, du coup, vous l'avez testé jusqu'à quelle valeur? Là, il faut aller un peu plus loin parce que la racine carrée de 643, ça vaut à peu près... Non, moins. Alors, c'est un peu plus que 25. C'est entre 25 et 26. D'accord? Mais du coup, il suffit de tester jusqu'à la valeur première la plus proche de 25 et 26. Alors, du coup, il s'agit de, si je continue ma liste, après 19, il y a qui comme nombre premier? 20? Non, 22, c'est un nombre pair. Ça ne peut pas être premier. Il y a 23. Et après 23, 27, il est multiple de 3, je te rappelle. Après 23, il y a juste 29. D'accord? Mais 29, ça a déjà dépassé la racine carrée de 643, donc c'est inutile de le tester. Le seul test qui était nécessaire de faire ici de plus que l'autre, c'était celui par 23. Ok? Voilà, c'est tout. Ok? Donc encore une fois, quelle est la clé pour réussir ce type d'exercice? C'est de garder bien en tête quelle est la liste des nombres premiers. Parce qu'il faut savoir faire le test avec chacun d'entre eux. Alors, aujourd'hui, j'aimerais du coup vous apprendre une nouvelle technique pour atteindre un certain but. J'aimerais aujourd'hui vous apprendre à jouer avec les Lego. C'est un peu le but de ma séance d'aujourd'hui. C'est-à-dire d'effectuer une opération sur les nombres qu'on appelle la factorisation en nombre premier. Dans le cahier court, vous écrivez les choses que j'écris aussi. Ok? La factorisation en premier, c'est une technique, donc vous marquez avec moi. Ce n'est pas une définition, c'est juste une explication de qu'est-ce que c'est cette technique, parce que ça n'utilise pas des choses nouvelles. Il s'agit juste d'une technique pour écrire n'importe quel nombre comme une multiplication de nombres premiers. Et ce qui est joli, c'est que la technique, elle est très ludique. La technique pour effectuer la factorisation en premier, c'est vraiment un petit jeu, je trouve. Un petit jeu qui exploite seulement une connaissance, et une seule, c'est la connaissance des nombres premiers. D'accord? Et croyez-moi, en général, il ne faut pas en connaître non plus une tonne. Il suffit juste déjà, avec les 10 premiers, vous pouvez aller très loin. Disons que je pense qu'avec les 15 premiers, vous êtes sûr de pouvoir factoriser déjà énormément de nombres. OK? Alors, je vous rappelle du coup les nombres premiers. Donc, on va dire les 15 premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là en vrai. Déjà, ça va pas être... On va pas tous les utiliser, mais bon. Je pense que vous pouvez vous limiter aux 10 premiers, allez. Jusqu'à 23, il faut vraiment les connaître par cœur. D'accord? Alors, comment ça marche cette technique? Bah, c'est très simple. Déjà, qu'on soit bien clair sur ce qu'on veut faire. Vous prenez un nombre et vous voulez l'écrire comme un produit des nombres premiers. Par exemple, prenez 10. Est-ce que 10, vous pouvez l'écrire sans y réfléchir beaucoup, hein, comme un produit de deux nombres premiers? C'est qui 10 en fait? Un produit, c'est une multiplication, hein, on est d'accord. Oui, oui, Qatar? Tout à fait. 5 fois 2 ou 2 fois 5, c'est pareil. C'est un produit, donc une multiplication, entre deux nombres premiers. D'accord? Eux, ils sont premiers. Au milieu, vous avez une multiplication. On est tous très contents. D'accord? Une petite chose. Qatar m'a dit 5 fois 2. Moi, j'ai écrit 2 fois 5. Pourquoi? Parce que pour une question de jolitude, non, je rigole. Pour une question de beauté, ça fait plus joli de les écrire dans l'ordre croissant. D'accord? Donc, comme 2 est plus petit que 5, j'ai écrit 2 fois 5. OK? Un autre exemple. Écrivons ensemble la factorisation de 18. Alors, il y a un 3 dedans, effectivement. Fois 6 n'est pas un nombre premier. Mais 6, il est égal à qui à sa fois? 3 fois 2. 6, il est égal à 3 fois 2. Donc, regardez si j'écris ça. 3 fois 2 fois 3. 3 fois 2, 6. 6 fois 3, 18. Ça marche. Mais par contre, je dois le réécrire dans l'ordre croissant. Donc, ça fait 2 fois 3 fois 3. Est-ce que vous êtes bien d'accord sur ça? Oui? 5, il est premier. Mariam, 5 est un nombre premier. Il est juste dans la liste au-dessus. Donc maintenant, la technique générale. Prenons un nombre, maintenant un nombre difficile, d'accord? Par exemple, 200. Comment on fait pour déterminer sa factorisation en premier? Alors, le faire de tête, ça commence à devenir difficile. Alors, je vous apprends une technique. La technique consiste à prendre votre nombre que vous voulez factoriser et à faire une barre verticale juste à côté. Et là, vous vous dites, OK, eh ben, je vais le tester contre tous les nombres premiers. Les nombres premiers que je me suis préalablement écrit juste au-dessus pour être sûr de savoir qu'est-ce que je vais utiliser. Vous prenez le premier nombre premier et vous essayez d'effectuer la division par ce nombre premier-là. C'est qui le premier nombre premier? 2. Alors, je le prends et je le mets là. 200 divisé par 2, on peut le faire, ça. Et ça donne comme résultat 100. Et donc, je l'écris à côté. Et maintenant, je recommence et je me dis, est-ce que 100 est encore divisible par 2? Oui. Et donc, je le redivise par 2. Ça fait 100 divisé par 2, ça fait 50. Ensuite, je me redis, mais oui, mais 50, il est encore divisible par 2. Alors, je le remets là, le 2, une troisième fois. 50 divisé par 2, ça fait 25, exactement. Or, 25, il est plus divisible par 2, malheureusement. Ça veut dire que j'ai terminé la division par 2. Je le marque et je me pose la question, est-ce que 25 est divisible par le nombre premier qui suit? C'est-à-dire divisible par 3. Parce que le nombre premier qui suit, c'est 3, pas 5. Mais 25, si vous faites la somme des chiffres, 2 plus 5, ça fait 7, donc ce n'est pas divisible par 3. Donc je dois arriver jusqu'à 5. Est-ce que 25 est divisible par 5? Oui, bien sûr. Donc ici, je me marque 5. 25 divisé par 5, ça fait 5, effectivement. Donc maintenant, je me pose la question, est-ce que 5 est divisible par toujours le même? Parce qu'on est toujours arrivé à 5. Est-ce que 5 est divisible par 5? Clairement, oui.
Et effectivement, ça fait 1. Or, quand vous arrivez à avoir 1 ici, Ça fait 2 au carré plus 5. tout à fait, Mariam, mais du coup, c'est pas au carré, c'est au cube, parce que c'est 2 fois 2 fois 2. Au carré, c'est 2 fois, au cube, c'est 3 fois. Donc, comme je suis arrivé à 1 à gauche, je peux m'arrêter. Et maintenant, je n'ai qu'à lire les valeurs que j'ai écrites ici. C'est-à-dire que 200, il va être égal à 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5. Vous voyez, j'ai gardé l'ordre écrit. D'accord? Mais maintenant que j'ai écrit ça, comme Mariam l'anticipait, ça devient intéressant de écrire un peu un raccourci. Et vous vous rappelez quand on a fait les puissances? Bah oui, bien sûr que vous vous en souvenez, on a fait des échauffements pendant 2 semaines. Donc maintenant, exploitons notre apprentissage à ce moment-là pour dire que ça c'est égal à 2 à la puissance. Michael? 2 à la puissance. Dan, silence. 2 à la puissance. 3 exactement, fois 5 à la puissance. J'ai pas entendu. Ah, pardon. Mais du coup, 5 à la puissance. Il y a combien de 5 là? Il y en a 2. Donc c'est 2. C'est 5 fois 5, donc il est répété 2 fois. Donc c'est à la puissance 2. D'accord? On est tous là, on est d'accord? Oui, Tony? Non, tu n'es pas d'accord? Ok. Un autre exemple. Prenez le nombre 180. On va faire la même chose, la décomposition en premier. On commence toujours avec la liste de nombres premiers. Je te rappelle, 2, 3, 5, 7, 11. Parce que par défaut, on commence toujours avec le plus petit nombre premier à notre disposition. C'est qui le plus petit nombre premier à notre disposition? 2. Donc je divise par 2. On commence toujours comme ça. Si ce n'est pas divisible par 2, bah, tu commences par 3. Si ce n'est pas divisible par 3, tu commences par 5, et ainsi de suite. Ici, 180, il est divisible par 2, donc j'écris 2. 180 divisé par 2, ça fait 90. Est-ce que 90 est encore divisible par 2? Tony? 90 est encore divisible par 2, oui ou non? « 90. Est-ce que 90 est encore divisible par 2? Oui, c'est un nombre pair. C'est un nombre pair, 90, Mariam. Donc on peut le diviser par 2. 90 divisé par 2, ça fait... Ok. Est-ce que 45 est encore divisible par 2? Non, pas du tout. Donc je l'élimine. Est-ce que 45 est divisible par 3? Alors oui, effectivement, car 4 plus 5, ça fait 9. Et ça fait combien 45 divisé par 3? Allez, c'est facile de tête. 45 divisé par 3. 15, tout à fait. Donc ici, je marque 3 et là, je marque 15. Est-ce que 15 est divisible par 3? Bah oui, bien sûr. 15 divisé par 3, ça fait... Alors 5 est dans la liste des nombres premiers. Donc clairement, il n'est pas divisible par 3, donc je peux le barrer. Mais il est visible du coup par 5. 5 divisé par 5, ça fait 1. Ça veut dire que je m'arrête. Et là, je lis ce que j'ai obtenu. Donc 180, il est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Et ça, je vais les regrouper comme 180 égale à 2... je vais demander à Amir. 2 à la puissance. Tout à fait. Fois Mariam, 3 à la puissance. Fois 5. D'accord? Ça t'a fini. Ça, c'est la factorisation en premier. La factorisation, ça consiste à écrire un nombre comme le produit d'autres nombres. Et la factorisation en premier, bah juste, c'est l'écriture de ce nombre-là comme des multiplications avec seulement de nombres premiers. Voilà. Et donc, j'ai gagné, hein, je l'ai fait. OK? OK. Entraînement avec cet exercice-là. 45 divisé par 3, ça fait 15. Tu m'as dit que 300 divisé par 3, ça fait 100. Moi, je veux faire 345 divisé par 3. Bah, du coup, je fais 345 divisé par 3. Bah, ça va faire, tu vois, 300 plus 45. Je divise par 3. 100 plus 15, ça fait 115.
Mais si tu n'essayes pas de le faire de tête, tu n'y arriveras pas. La calculatrice, ça ne sert à rien. C'est un des outils les plus inutiles au monde. La seule chose à laquelle ça sert, c'est à ne pas nous faire utiliser notre cerveau. Et nous, on veut l'utiliser. Je vous affiche ici les exercices à faire pour la prochaine fois. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nécessaire de les copier parce que je vous afficherai également cette diapo sur Pronote dès aujourd'hui. On est vite. Edith,